Bonjour, dans cette vidéo on va faire de l'optique. Alors le sujet qu'on va traiter est tombé en 2021 concours commun dans la filière MP et s'intitule Une brève histoire de la photographie. Je vous montre le sujet. Alors ça, vous avez sous les yeux le sujet qui est tombé, hein, exactement ce sujet-là. Vous avez un peu de texte d'introduction, donc ça ne va pas vous aider dans la résolution, mais bon, c'est des petites informations historiques sur la photographie. Et on va démarrer avec un modèle ultra simple d'appareil photographique, c'est-à-dire constitué d'une seule lentille, d'un capteur, et ce qu'on voit également, c'est un diaphragme qui permet de faire entrer plus ou moins de lumière dans l'appareil photographique. Question A. C'est une question de cours, on vous demande les conditions de Gauss. Donc c'est pas rare que dans un sujet d'optique on vous pose cette question-là. Donc ce serait dommage de ne pas y répondre. Donc question 1, petit a, les conditions de Gauss. Alors je vais me donner un axe optique. Et je sais que le rayon lumineux qui arrive, il va rencontrer un dioptre. Et donc en première approximation, mon dioptre, il va être sphérique. Je vais refaire le schéma. Voilà, donc là j'ai un dioptre. Voilà, donc ça c'est le dioptre que j'ai représenté. Et vous avez un rayon lumineux qui arrive sur le dioptre. J'oublie pas la flèche sur le rayon. Ce rayon, il fait un angle, disons, appelons-le alpha, avec l'axe optique. Et il arrive presque au centre, au sommet du dioptre, hein, et je note petit d la distance entre le point d'incidence. Le point d'incidence, il est là, et l'axe optique. Donc ici, on a l'axe optique. Et bien, pour être dans les conditions de Gauss, hein, il suffit que petit d soit très petit devant le rayon de courbure du dioptre. Et il faut que l'angle alpha soit très petit devant 1 radian. Donc ça c'est les conditions de Gauss. Alors c'est les conditions de Gauss. Et on sait que dans l'approximation de Gauss, ça il me semble que c'est pas demandé dans l'énoncé, dans les conditions de Gauss, préciser en quoi elles consistent. Bon, bah, ça c'est fait. L'approximation de Gauss, donc ça, ce n'est pas demandé, donc si a priori, il ne faut pas le mettre. Je le rappelle juste, donc c'est un rappel de cours. Hein. L'approximation de Gauss consiste à dire que le stigmatisme et l'aplanétisme sont rigoureux, à dire que l'aplanétisme et le stigmatisme sont rigoureux lorsqu'on est dans les conditions de Gauss. C'est ça l'approximation de Gauss. Voilà, donc j'ai répondu à la question 1A. Passons à la question B. Quelle partie de l'appareil permet d'assurer que ces conditions sont remplies? Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle le diaphragme, qu'on voit sur le schéma. Je vous remontre le schéma. Donc c'est la partie qui est devant la lentille, hein, qui permet de faire entrer plus ou moins de lumière dans la lentille. Évidemment, lorsque vous allez réduire le diamètre du diaphragme, vous avez certes moins de lumière qui rentre, mais en fait on va les conditions de Gauss seront de mieux en mieux vérifiées.
Donc on va rédiger tout ça. Donc le diaphragme situé devant la lentille. Donc le diaphragme situé devant la lentille permet, comment je vais rédiger ça, permet d'être dans les conditions de Gauss. Ah, j'arrive pas à trouver les bons termes. Voilà, permet de limiter la lumière qui rentre dans l'appareil photo. Bon, ça c'est du factuel, hein. Donc ça diminue le diamètre apparent de l'objectif. Ça diminue le diamètre apparent de l'objectif. L'objectif ici est composé d'une seule lentille. Le diamètre apparent. Bon, là j'ai rédigé un petit peu. Bon, il se trouve que ce que je viens d'écrire, ça répond pas à la question hein, encore. Hein. C'est juste, voilà, je décris ce que fait le diaphragme. Là maintenant, je vais répondre à la question. Plus on diminue le diamètre de l'ouverture du diaphragme, plus on diminue le diamètre du diaphragme, plus les conditions de Gauss sont vérifiées. Mieux les conditions de Gauss sont vérifiées. Donc, je vais écrire comme ça. Donc, c'est plus les conditions de Gauss sont vérifiées. Évidemment, hein, si vous regardez les conditions de Gauss, si vous avez le diaphragme qui est très peu ouvert, évidemment la lumière ne vous rentrez dans l'appareil photo que les rayons lumineux qui sont très proches de l'axe optique. Et bien sûr, alors il y a une condition par contre où le diaphragme ne peut rien faire, c'est l'angle sous lequel arrivent les rayons lumineux. Mais a priori, il n'y a pas de problème parce que il suffit de mettre le capteur suffisamment loin de la lentille, donc de bien concevoir l'appareil photographique. Et donc de toute façon, par construction, ça élimine les rayons qui sont trop penchés par rapport à l'axe optique. Donc, et la réponse à la question, elle est là. Plus on diminue le diamètre du diaphragme, plus les conditions des Gauss sont vérifiées. Bon, le français, je trouve, n'est pas extraordinaire. Hein. Je pense qu'on pourrait améliorer la rédaction. Mais bon, ça, c'est pas très très grave, je trouve. On va pouvoir passer à la suite du sujet. Question 2, on vous demande de faire un schéma à soigner, donc avec l'objet, l'image, la lentille, et on vous demande de positionner les foyers principaux, images et objets, pour justifier la position de l'image A'B', et on vous demande ensuite de faire des petits calculs. Donc question 2A. Donc je commence par me doter d'un axe optique. Alors, je prends un petit peu de place, l'axe optique. Donc voici l'axe optique. Ensuite la lentille. Donc je vais, enfin la lentille, l'objectif en fait, qui est constitué d'une unique lentille convergente. Je vais positionner le diaphragme, après tout, il était indiqué dans l'énoncé. Et vous avez l'objet, donc c'est un arbre, il me semble. Donc dessinons un arbre, après tout.
Voilà. Alors pour faire entre guillemets un peu plus sérieux, vous avez, je vais me donner un objet AB, comme ça, et je vais déterminer l'image de cet arbre par l'appareil photographique. Donc évidemment le schéma il n'est pas du tout à l'échelle. Si je le faisais, ce serait pas représentable sur une feuille. Donc je vais prendre des rayons. Alors commençons par le rayon qui passe par le centre de la lentille. Et on va dire que l'image se forme ici. Donc l'arbre en fait son image va ressembler à ça. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, donc j'ai mon image qui est formée de l'autre côté. Donc l'objet A'B', il va être comme ceci. Et je vais tracer ensuite le rayon. Alors ce rayon là en fait il est arrêté par le diaphragme, mais je le trace quand même parce qu'il va me permettre de déterminer la position du foyer objet, enfin du foyer image et du foyer objet. Alors j'oublie pas les flèches sur les rayons. Et je sais que le foyer image de ma lentille, il est là, et je sais que le foyer objet, il est de l'autre côté, à la même distance. Donc je vais me prendre un repère. Voilà, donc là le foyer objet, il doit être par là. Donc normalement là je réponds à la question 2A. Faire un schéma soigné de la situation en notant un bel objet sur le capteur, A sur l'axe positionner les foyers principaux, et tracer au moins 2 rayons lumineux issus de B pour justifier la position et l'image A'B'. Donc normalement j'ai répondu à la question petit a. Passons à la question petit b. Cette fois-ci, il faut faire intervenir les grandeurs petit h, f' et l, et on vous demande de calculer la taille de l'image, que je vais appeler h', et c'est tout. Est-ce qu'on vous demande la position? Exprimer la taille A'B' de l'image de l'arbre sur le capteur en fonction de h, f' et l, calculer cette taille avec f'. Non, on vous demande même pas la position du capteur. On va pouvoir passer à la question suivante, la question 2b, petit b. J'ai indiqué l'indication de l'énoncé. On vous rappelle toutes les formules nécessaires pour répondre à la question. Donc on vous demande la taille de l'objet qui se forme sur le capteur. Donc moi ce que je conseille comme formule, c'est celle-là. C'est celle-là. En effet, FO on connaît, FA on connaît, puisqu'on connaît la position de l'objet. Donc allons-y. Le grandissement, donc A'B' sur AB, on a H' sur H, qui est égal à A'B' sur AB. Donc je sais déjà que A'B' et AB sont de signes opposés. Donc si H est positif, H' sera négatif puisque l'image se forme à l'envers. Et c'est égal à FO sur FA. Et FO, si vous regardez le schéma, en fait c'est F'. Lorsque je me déplace de F à O, je me déplace positivement suivant l'axe optique. Donc ça fait F'. Et lorsque je me déplace de F au point A, là par contre je me déplace négativement de L moins F', ce qui fait que FA c'est F' moins L. Ce doit être négatif. Donc je réponds à la question, H', donc la taille de l'objet qui se forme sur le capteur, c'est F' fois H sur F' moins L. Et c'est une grandeur qui, a priori, a un signe négatif,
si je compte positivement les distances du bas vers le haut. Donc ça, on peut peut-être faire une petite remarque. Remarque. H et H' sont de signes opposés. Il ne précise pas dans l'énoncé, il vous demande la taille de l'image, mais il n'y a pas de précision sur est-ce qu'on travaille en valeur algébrique ou pas. Exprimer la taille A'B' de l'arbre, ben si, en fait, la question est très claire, puisqu'on vous demande A'B' et CH. Donc ça, on va peut-être le... Et on vous demande une application numérique. Alors, remarque 2, on a posé H' égale A'B'. Donc on peut faire l'application numérique. Donc je la détaille. F', sauf erreur, c'est 50 mm, H 5 mètres, L 20 mètres. Donc je mets tout en mètres, donc ça fait 0,05 mètres fois la hauteur, c'est 5 mètres, divisé par F' 0,05 moins 20 mètres. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. 50 mm, ouais, c'est bon. Et quand on fait l'application numérique, ça donne, ça fait 0,012 à peu près mètres, donc c'est-à-dire 1,2 cm à peu près. Alors si on rajoute un chiffre significatif, ça ferait, il y aura un 5 derrière. Ça fait 0,0125. Donc c'est, ouais, donc du coup ben, c'est à peu près. Je pense que c'est suffisant au niveau de l'application numérique. Donc je peux mettre en remarque hein, la valeur exacte. C'est 1,25 cm. Voilà, je peux passer à la question suivante, sauf erreur. Calculer cette taille. Question 3. Alors on vous demande quelle est la valeur de D lorsque l'objet est à l'infini. Donc ça on peut répondre directement. Lorsque l'objet est à l'infini, l'image se forme dans le plan focal de la lentille. Et donc D, ça vaut F'. Donc ça je vais la rédiger dans un instant. Question petit b, montrer qu'il existe une distance limite notée L' en dessous de laquelle il ne sera pas possible d'obtenir une image sur le capteur, alors que ce serait toujours possible pour les valeurs supérieures à L'. Donc, et on vous demande d'exprimer L' en fonction de F' et D max. Et question petit d, calculer L' et une petite application numérique. Bon, bah c'est parti. Donc question 3a, bah en fait, il suffit de rédiger ce que j'ai dit à l'instant. Lorsque l'objet est à l'infini, l'image se forme dans le plan focal image de la lentille. Dans le plan focal on a donc petit d qui vaut exactement F'. Donc là, bon, ça sert à rien de passer du temps sur cette question-là. C'est quand même quasi évident. Question petit b. On vous demande de montrer qu'il existe une distance limite notée L'. Donc en fait, tout simplement, ça provient de la limitation de l'appareil photographique. Vous savez que, je refais un petit schéma, mais le capteur, enfin la distance entre le capteur et la lentille, c'est petit d, et ça a une valeur minimale et maximale, tout simplement parce que l'appareil photographique ne peut pas avoir une distance on ne peut pas ajuster comme on veut la distance entre le capteur et la lentille, forcément. C'est pas possible de la faire varier
avec des valeurs trop grandes, par exemple. Alors, donc ça c'est ma lentille. Je ne représente pas le diaphragme. Et je sais que le capteur, je peux le placer entre des mines, disons que c'est là, et des max. Donc je sais que ici vous avez, disons, des mines. Donc ça ne m'intéresse pas trop celui-là pour cette question. Et l'autre valeur qui est ici, c'est des max. C'est celle-là qui m'intéresse parce que c'est celle qui va déterminer en fait la distance minimale entre l'appareil photographique et l'objet qu'on veut photographier. Voilà, on peut le représenter comme ceci. En fait, là, on est dans la situation où on a L-min, à la distance minimale entre l'appareil photographique et l'objet photographié. Donc sur le schéma, ci-dessus, apparaît L-min. Lorsque la distance entre le capteur et la lentille, est égale à Dmax. Voilà, le temps de le rédiger. Ça veut dire que L-min, en fait, se trouve ici. Ça, c'est L-min. Donc, j'ai simplement à faire, appliquer la relation de conjugaison, tout simplement, hein, puisque la distance L-min et Dmax, c'est respectivement la distance entre l'objet et la lentille et le capteur. Donc on utilise la relation de conjugaison, disons de Descartes. Donc on utilise la relation de conjugaison de Descartes. Et ça nous donne, je vais donner un nom ici, je vais l'appeler A. Ce point-là, je vais l'appeler A', hein, c'est ce qui est habituel. Donc A par grand L, la lentille, ça donne l'image A', ce qui fait que j'ai 1 sur OA', moins 1 sur OA, égale à 1 sur F', la distance focale. Et si on regarde le schéma, OA c'est moins L' et OA' c'est Dmax. On le voit ici. Voilà, donc OA c'est moins L', OA' c'est Dmax. Donc je vais simplement utiliser cette information. OA c'est moins L' et OA' c'est Dmax. Donc j'ai juste à remplacer. Ça donne 1 sur OA', donc c'est 1 sur Dmax, moins 1 sur moins L' égale 1 sur F'. Je vais quand même regarder la question pour être sûr de ne pas répondre à côté. Montrer qu'il existe une distance limite notée L', donc ça c'est bon, en dessous de laquelle il ne sera pas possible. Alors que ce serait toujours possible pour des valeurs supérieures à L', donc ça c'est bon. Du coup je fais la question B et la question C en même temps. Alors je continue le calcul. Je vais isoler L'. Alors ça fait 1 sur L', qui est égal à 1 sur F', moins 1 sur Dmax. Je mets au même dénominateur, donc ça fait Dmax moins F' sur F' fois Dmax. Et du coup, j'ai l'expression de L' qui vaut F' fois Dmax
sur Dmax moins f'. On encadre le résultat et on va pouvoir faire l'application numérique, c'est-à-dire répondre à la question petit d. Petit d. Donc pour l'application numérique, je vais la détailler. Donc f', on avait dit que c'était 0,05. Dmax, alors ça, 55 mm. 55 mm. Donc ça fait 0,055 sur 0,055 moins 0,05. Alors ceci, ça nous donne, on n'a même pas besoin de calculatrice, puisque ça fait 0,5 fois 0,055 sur 0,005. Donc ça fait 0,55 mètres, puisque j'ai fait toutes les valeurs, j'ai tout exprimé en mètres. Donc le résultat, il est en mètres. Donc c'est un demi-mètre, donc ça, normalement, ça, dans la plupart des cas, c'est largement suffisant. Quand on fait des photographies, c'est quand même rare qu'on prenne des objets aussi proches en photographie. Enfin, il me semble. En tout cas, de ce que moi je fais, c'est pas le cas. Je prends toujours des photographies ordinaires, donc les objets ils sont à quelques mètres. Donc j'en ai fini avec la question 3, on va pouvoir passer à la question 4. Cette fois-ci on change d'objectif. On va prendre un objectif qui a une focale un petit peu plus grande, on passe à 100 mm, donc c'est 2 fois plus. La distance D est toujours réglable, par contre le Dmin et le Dmax sont différents, évidemment, puisque je change d'objectif. Les appareils photo qui permettent de changer d'objectif sont en général des appareils photo de haut de gamme, puisque sinon c'est un objectif fixe, et en général on a des appareils photographiques qui sont moins performants. C'est pour une petite remarque qui a pas grand chose à voir avec l'énoncé finalement. Question 4, petit a, quelle sera la taille de l'image de l'arbre sur le capteur? Et en fait, je vais reprendre les résultats que j'ai déjà obtenus, mais cette fois-ci, je vais remplacer f' par f'. Et on va supposer que le capteur a pour dimension 24 par 36 en millimètres. Sera-t-il possible de voir l'arbre en entier sur la photo obtenue? Donc, question 4a et 4b. Question 4a. Donc on reprend le résultat. Donc on reprend un résultat précédent. Donc le h', c'est h fois f'1 sur f'1 moins l. Et le résultat, c'est la question 2b. Donc je reprends ce résultat-là. Donc je reprends simplement la formule et je vais faire l'application numérique, même si c'est pas demandé. Donc cette fois-ci, la hauteur de l'arbre c'était 5 mètres je crois. Alors f', c'est 0,1 mètre, divisé par 0,1, moins 20 mètres. L'arbre il est toujours à la même distance. Le photographe il a juste changé l'objectif, et donc je néglige les 0,1 devant 20 mètres. Donc ça fait 0, que je dise pas de bêtises, ça fait un quart de 0,1, ça fait 0,025 mètres, donc ça fait 2,5 cm.
ou 25 mm, peu importe. Et la question suivante, c'est on vous demande est-ce que ça tient sur l'appareil photo. Donc on vous dit que le capteur il fait 36 de large et 24 de hauteur. Donc le capteur fait 36 mm fois 24 mm, sauf erreur. Donc ça c'est le format des pellicules argentiques qu'on retrouve quand même sur certains capteurs numériques, hein. Donc ce standard a été gardé pour certains capteurs. Le capteur fait 36 mm x 24 mm. Donc la réponse c'est ça dépend comment vous prenez votre photographie. Donc si on prend la photographie en mode portrait, l'arbre il tient. Donc si on prend la photographie en mode portrait, ça tient. D'avoir l'arbre en entier. Alors pour le correcteur, hein, pour celui qui va lire votre copie, je vais faire vous pouvez faire un petit schéma. Donc c'est en mode portrait. Et l'arbre, il ressemblerait à ça. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je vais faire mode portrait et mode paysage. Donc ça c'est mode portrait. Et ici c'est le mode paysage. Alors pour le mode portrait, l'arbre il va ressembler. Donc là vous avez le sol. Et vous avez votre arbre qui va ressembler, hop. Et vous avez le feuillage en vert, si possible. Voilà, ça va ressembler à ça. Si vous travaillez en mode paysage, en fait, vous aurez le début de l'arbre, vous aurez le feuillage, mais pas le haut de l'arbre. Donc la réponse à la question, c'est oui et non, donc ça dépend. Comment vous prenez votre photographie. Donc la question, en fait, difficile d'y répondre autrement que comme ça. Voilà, donc là, normalement, je réponds à la question 4B. On passe à la question 5. Cette fois-ci, on a un téléobjectif, donc qui est constitué de lentilles, une lentille L1 convergente et L2 qui est divergente. Donc, et cette fois-ci, l'objectif est d'augmenter encore la focale, je crois, hein, ce qui fait que vous avez un effet de zoom qui est tellement important qu'on a l'impression que les objets sont plus proches, un peu comme quand on regarde à travers des jumelles, hein, on a une impression que les objets sont plus proches, tout simplement parce que on les voit bien, tout simplement. On les voit comme s'ils étaient à une plus faible distance. Alors répondons à la question 5. Alors il demande une question, il demande un calcul dans la question 5 et c'est vrai que c'est un petit peu... je vois pas trop quel calcul faire, parce que je pense qu'on peut répondre à cette question en restant qualitatif. Donc on a une impression que l'objet est plus près, tout simplement parce parce que le zoom est très important. On a une impression que l'objet est proche, car le zoom est important. Si vous avez un objet qui a par exemple 1 km, bon, je donne des chiffres un petit peu au hasard, hein, mais si je prends l'exemple des jumelles, vous avez un objet à 1 km, vous prenez des jumelles, vous le voyez vraiment beaucoup mieux qu'à l'œil nu, et vous pouvez avoir l'impression que l'objet il est beaucoup plus proche, simplement parce que vous le voyez bien, tout simplement, comme si vous étiez à 100 mètres par exemple. Donc c'est qu'une impression, car le zoom est important.
On peut rappeler la formule, on a obtenu à la question 2b, il me semble. De B, H', c'était égal à H fois la distance focale sur F' moins L. Donc plus F' est grand, donc, et l'approximation évidemment c'était de dire que L était très grand devant F', donc en fait on négligeait ce terme-là. Alors je l'ai négligé ce terme-là dans les applications numériques. Donc ça fait H, F' sur moins L. Et donc plus F' est grand, ce qui est le cas du téléobjectif, hein, plus l'image de l'objet qu'on regarde va être grande. Plus l'image qui se forme sur le capteur est grande. Voilà, donc j'ai rédigé la réponse. Bon, j'ai écrit une équation parce qu'il s'est quand même demandé explicitement dans le sujet, hein, de la part de vérité ou d'inexactitude qu'elle contient, raisonnement et calcul numérique sont attendus. Bon, voilà, je pense que je réponds pas très bien à la question 5. Mais c'est vrai que je vois, là, honnêtement, je vois pas trop quoi dire d'autre. Bon, bah, tant pis. Hein. Le jour du concours, bah, j'aurai certainement pas tous les points à cette question, tant pis. Hein. Question 6. Donc elle se décompose petit à petit c. Cette fois-ci, donc on vous dit qu'il y a deux lentilles et on vous demande d'exprimer la distance O2 à 1 en fonction de F1' et E. Et il faut faire une approximation. En fait, quand on lit la question, on se dit, mon Dieu, on ne comprend pas trop. Mais en fait, l'approximation, elle va s'imposer d'elle-même. Vous allez voir. Question petit b, on va vous demander, comme l'image A'B' doit être réelle, puisqu'elle doit se former sur un capteur, qui lui est réel, donc ça va induire deux inégalités. Donc ça, là aussi ça va bien s'arranger, et on va simplement vous demander à la question petit c de vérifier que ça marche. Donc, et pour que les choses soient bien claires, ça peut être bien de faire un schéma hein, pour illustrer la question si ça. Donc pour faire un schéma sommaire ou un schéma avec les deux lentilles, mais c'est bien de faire un schéma histoire de bien comprendre la question et comment ça marche. Alors je vais me donner un axe optique et je vais placer dessus la lentille L1 qui est convergente et la lentille L2 qui est divergente. Alors le schéma que je vais faire, il n'a pas besoin d'être... c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, j'ai placé l'axe optique et la lentille L1 qui elle est convergente. Et un petit peu plus loin, je vais mettre une lentille divergente. Donc disons que je vais la mettre ici. Alors certainement que j'ai mal placé la lentille, hein, je ne fais pas une construction complète. Et la distance entre les deux, on l'appelle petit e. Ça c'est le point O1, O2. Et vous avez le capteur un petit peu plus loin, qui lui doit forcément être, où l'image qui se forme doit être réelle. Donc ici vous avez le capteur. Et l'image qui doit se former sur le capteur, elle, doit être réelle. Alors allez, on va dire que c'est une image qui doit se former pour un objet AB qui serait quelque part par là. L'image se forme nettement sur le capteur. Et ce qu'on vous demande dans la question petit a,
Donc voilà, je vais vraiment commencer à répondre à cette question. Le schéma, c'était juste pour s'imprégner des notations. Alors, ce que je sais, c'est que le point A par le système L1 plus L2, ça va donner l'image A'. Je décompose. Alors, on vous dit dans l'énoncé que l'image intermédiaire, c'est A1. Et ça donne, après L2, l'image finale A'. Et je vais appliquer la relation de conjugaison de Descartes à la première lentille qui est ici. Donc ça donne ceci. 1 sur... Donc on applique la relation de conjugaison de Descartes à la première lentille. Et quand on l'applique, évidemment, on fait attention, on adapte les notations. Le centre de la lentille, c'est O1, l'image, c'est 1. Le centre de la lentille, bah, c'est toujours O1, l'objet, c'est A, et c'est égal à 1 sur F1'. Je vais le noter comme ça. Et donc, vous en déduisez rapidement par le calcul. Bon, je vais détailler un petit peu, mais c'est quand même un calcul que vous avez certainement fait un grand nombre de fois. Donc ça fait 1 sur O1A, je mets au même dénominateur, ça fait O1A plus F1' sur O1A fois F1'. Finalement, j'ai O1A qui vaut O1A1, pardon, ça fait O1A fois F1' sur O1A plus F1'. Alors si je lis la question, hein, c'est pas O1A qu'on vous demande, c'est O2, pardon, c'est pas O1A1 qu'on vous demande, c'est O2A1. Donc, je vais utiliser la relation suivante, c'est O2, O1 plus O1, A1. Alors O2, O1, on regarde le schéma, c'est moins E, hein, lorsque je me déplace de O2 à O1, je le fais dans le sens inverse de l'axe optique, et je me déplace du coup de moins E. Donc c'est égal à moins E, plus ce que j'ai trouvé précédemment, et O1A, ça n'a pas changé, c'est toujours moins L. Donc finalement, ça on va peut-être le noter là. O1A, c'est moins L. Il faut se souvenir de ça. Donc ça donne L fois F1' sur F1' L moins F1'. Alors j'ai fait une petite manipulation. Normalement j'avais moins L ici, mais le moins je l'ai passé au dénominateur, ce qui fait que F1' est devenu moins F1' et moins L est devenu plus L. Donc j'ai pas fait d'erreur de signe, hein. Vous regardez bien, hein, c'est correct. Donc j'ai mon expression de O2 à 1, donc je réponds à la question. C'est égal à L F1' sur L moins F1' moins E. Et on peut encadrer le résultat. On passe à la question suivante. Donc j'ai bien exprimé O2 à 1. Ah oui, non, il fallait que je fasse une approximation. Donc du coup, ça c'est l'expression sans approximation. Évidemment, comme lorsque vous utilisez un téléobjectif, c'est évidemment pour prendre en photo des objets qui sont très loin. Ce qui fait que grand L, ça peut être facilement 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 100 mètres. Et donc F1', devient complètement négligeable. Donc,
on va faire l'approximation. Donc je vais dire que f1' c'est complètement négligeable devant L. Donc f1' est complètement négligeable devant L. Et cette fois-ci, l'expression de O2 à 1, c'est égal et f1' moins E. C'est vrai que j'ai envie de dire cette approximation elle vaut le coup parce qu'on arrive à une expression quand même très très simple de O2 à 1. Donc là c'est l'expression avec approximation. Expression avec l'approximation que f1' c'est très petit devant grand L, ce qui est clairement vérifié. Hein. f1' c'est de l'ordre, c'est plus petit que le mètre, c'est une fraction de mètre, et grand L c'est plusieurs dizaines de mètres. Donc ça marche très très bien. Question petit b, alors on vous dit que l'image A'B' doit être réelle. Donc ce que je vais faire dans un deuxième temps, c'est calculer la position de l'image finale et dire qu'elle doit être réelle. C'est-à-dire qu'elle doit se former après la lentille L2. Et il y a des contraintes qui vont apparaître. Alors, je vous remonte le schéma. Le capteur, hein, il doit se trouver après la lentille L2. Donc ce sera un des critères qu'il faudra respecter. Voilà, on continue. Donc là, on s'était occupé de la première lentille. Et donc maintenant, on va s'occuper de la lentille L2, qui donne l'image finale. Donc là, je vais m'intéresser à la deuxième lentille. Et je vais appliquer la relation de conjugaison de Descartes. Donc on applique la relation de conjugaison de Descartes à la lentille L2 en faisant attention, en adaptant les notations. De conjugaison de Descartes à L2 donc ça donne 1 sur O2 A' moins 1 sur O2 A1 égale 1 sur F de prime. Et moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est O2A', hein, c'est la position de l'image finale. Donc, encore une fois, un petit calcul. Donc, c'est O2A', c'est égal à 1 sur O2A1 plus 1 sur F de prime. Je mets au même dénominateur, donc c'est F de prime plus O2A1 sur O2A1 fois F de prime. Et finalement, j'ai mon résultat, c'est que O2A', c'est égal à O2A1. Donc, ce serait peut-être le moment de remplacer O2A1 par l'expression qu'on a obtenue juste avant. Bon, je vais quand même détailler. Fois F de prime sur O2A1 plus F de prime. Et si je remplace, ça fait F'1 moins E fois F de prime sur F'1 plus F'2 moins E. Donc c'est pas la réponse à la question posée, mais je vais quand même l'encadrer pour mettre ce résultat en évidence. Et ça, il faut que ce soit positif. Car l'image doit être réelle. Elle doit se former derrière la lentille L2. Et donc c'est de là que va apparaître les fameuses conditions dont on vous parle. On vous dit que l'image étant réelle, ça va impliquer des conditions, effectivement. On a deux cas à traiter. Vous avez un quotient qui doit être strictement positif. Donc il y a deux options.
c'est soit le numérateur et le dénominateur sont positifs, donc soit le numérateur et le dénominateur sont positifs, soit ils sont tous les deux négatifs. Sont positifs. Alors, on va regarder ce que ça donne dans ce cas-là. Donc f1' moins e fois f2', c'est positif. Et, en même temps, on doit avoir f1' plus f2' moins e positif. Alors, ça donne ceci. Comme f2' est négatif, ça il faut l'avoir en tête, hein. f2', c'est quand même une lentille divergente. L2 est divergente. Ça veut dire que f1' moins e, lui, doit être négatif. Et f1' plus f2' moins e, lui, doit être positif. Et ça m'amène à la double série d'inégalités. E doit être plus grand que f1'. Cette inégalité-là, elle vient d'ici. C'est la première inégalité, me dit que E doit être plus grand que f1'. Et l'autre inégalité me dit que ça doit être plus petit que f1' plus f2'. Et quand vous regardez ce truc-là, c'est juste impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que je vous rappelle que f2' est négatif. Et donc, ça c'est impossible que avec f2' négatif, on ait que f1' plus f2' soit plus grand que f1', c'est impossible. Donc cette option-là, en fait, ça marche pas. Donc le deuxième possibilité, le numérateur et le dénominateur sont tous les deux négatifs. Alors ça nous donne les inégalités suivantes. Vous avez f1' moins e fois f2' qui doit être négatif, et f1' plus f2' moins e qui doit être négatif aussi. Donc le quotient, il est bien positif. Ça implique, alors f2' étant tout le temps, étant aussi toujours négatif, donc ça fait f1' moins e qui lui doit être positif, et f1' plus f2' moins e, toujours négatif, et j'obtiens la série d'inégalités. Alors pour le coup, celle-là, elle doit être vérifiée. Cette fois-ci, vous avez f1' de ce côté-ci, sauf erreur, et de l'autre côté, vous avez f1' plus f2', sauf erreur. Et cette série d'inégalités, là par contre, elle est possible. Je vous rappelle que f2' étant négatif, donc ça va fonctionner. Donc, et ça répond normalement à la question petit b. L'image A'B' doit être réelle, en déduire que la distance E entre les centres, etc., doit être située dans une plage de valeurs bien précise, exprimer cette condition, donc c'est fait, sous la forme d'une double inégalité, etc., etc. Alors, l'approximation que j'ai utilisée, en fait, c'est la même que celle que j'ai utilisée dans la question 6A. Donc ça n'a pas changé. Donc je vais pouvoir passer à la question petit c. Donc question petit c. Question petit c. On vous demande donc avec
E ça vaut 8 cm sauf erreur, F1' c'est 10 cm et F2' c'est moins 5 cm. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur, oui c'est ça. Et donc j'ai bien que 8 cm, c'est plus petit que 10 cm, c'est plus petit que 10 moins 5 cm. Donc je vérifie que c'est bon ici, c'est bon ici, donc tout va bien. Donc les deux inégalités sont vérifiées. Voilà pour la question 6 petit c. On peut passer à la question suivante. Calculer la distance D. Donc c'est la distance D, je pense que c'est toujours la distance entre la lentille, la première lentille et le capteur. Et en déduire la taille de l'arbre sur le capteur. Et dire si le téléobjectif est équivalent à celui de la question 4. A priori non, hein, sinon je vois pas l'intérêt d'étudier ce truc là, et puis téléobjectif, on voit très bien à quoi ça sert, hein. Il s'agit de prendre des photos d'objets qui sont très très loin et qu'on voit quand même quelque chose. C'est un peu comme si on avait des jumelles. Alors je vais reprendre le schéma. Ah non, le schéma était sur une autre feuille. Donc question 7, petit a. On vous demande, donc je reprends, calculer la distance petit d. Alors je reprends l'expression de O2A', on avait O2A' qui est égal à F1' moins E fois F2' sur F1' plus F2' moins E. Ce qui fait que petit d, c'est O1A', donc c'est la distance entre la première lentille et le capteur. C'est égal à donc petit e, je peux l'écrire comme ça, c'est O1, O2, et ça ce n'est rien d'autre que petit e, plus O2A', donc ça fait petit e plus F1' moins E, F2', F1' plus F2' moins E. Alors est-ce qu'on peut réarranger ce truc là ou le laisser comme ça? Bon, je vais le laisser comme ça. Après tout, je réponds à la question, je ne cherche pas spécialement à simplifier l'expression. Donc là je réponds à la question 7a, 7b, calculer la taille de l'image. Donc ça par contre c'est un petit peu plus intéressant, parce que c'est là qu'on va voir l'intérêt du téléobjectif. En principe, l'image devrait être beaucoup plus grande que dans les cas précédents. Je vais reprendre un résultat qu'on avait déjà obtenu. Donc on peut utiliser le résultat de la question 2b pour la taille de l'image intermédiaire. On peut utiliser le résultat de la question 2b question 2b pour la taille de l'image intermédiaire. C'est qu'une seule lentille, hein, donc on peut les formules c'est les mêmes, les calculs c'est les mêmes. Éventuellement ce qui change c'est que O devient O1, mais à part ça c'est les mêmes. Intermédiaire, donc 1 P1 c'est égal à H fois F1' sur F1' moins L. H, je rappelle que c'est la taille de l'objet qu'on veut photographier. F1' joue le rôle de F',
A1, B1 joue le rôle de A', B', c'est l'image intermédiaire. Hein. Je vous rappelle que AB par L1 donne A1, B1, qui donne par L2 l'image finale A', B'. Donc si je regarde que cette partie-là, en fait, je peux réutiliser des résultats que j'ai déjà obtenus précédemment. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, si vous n'y pensez pas, vous refaites le calcul et puis ça vous prendra quelques minutes et vous allez retrouver ce résultat-là. Évidemment, moi, j'ai une approximation que je peux faire et qui est parfaitement vérifiée. C'est que F1', c'est quand même négligeable devant grand L. Et j'ai donc une expression simplifiée pour la taille la taille A1B1. F1' sur L avec un signe moins. Ce qui fait que je peux en déduire la taille de l'image finale. Alors je vais continuer le calcul sur notre page, parce que là je suis arrivé au bout. Voilà, je continue le calcul sur une nouvelle page. Je rappelle le résultat pour la taille de l'image intermédiaire. Donc maintenant je vais m'occuper de la deuxième lentille. Alors comme résultat, je rappelle les formules données par l'énoncé. Alors donc voici les formules de l'énoncé. On s'intéresse au grandissement de la deuxième lentille pour avoir la taille de l'image finale. Alors il faut que je trouve la formule qui sera la plus intéressante. Je connais le O2 A1', ce qui fait que j'ai intérêt à utiliser la formule qui est là. De nouveau celle-là. Ça pourrait être pas mal, je pense, d'utiliser. Sachant que le choix de la formule que vous allez utiliser, on avait le choix entre celle-là ou celle-là, celle que j'ai indiquée avec la flèche orange. Évidemment, il n'y a pas, ça va donner le même résultat à chaque fois. C'est juste que suivant la formule que vous allez choisir, ben, vous aurez plus ou moins de calcul. Donc j'essaye voilà, je prends quelques instants pour me dire, voilà, si j'utilise cette formule-là, peut-être que j'aurai moins de calcul. Allez, je fais ce choix-là. Si jamais c'est pas le choix optimal, c'est pas très grave. Je ferai 2-3 lignes de calcul en plus. Donc le grandissement de la deuxième lentille, ça donne ceci. Donc je rappelle que A1, B1 par la lentille L2, ça donne A', B'. Ce qui fait que l'image finale, sa taille A', B', c'est la taille de l'image intermédiaire fois le grandissement. Et donc ici, ça va être F2 O2 sur F2 1. Donc là, il s'agit d'adapter une formule à la deuxième lentille. Son foyer objet, c'est F2, son centre, c'est O2, et l'objet, c'est pas A, c'est A1. Donc ça donne 1, B1, ça donne moins H, F1' sur L. Donc ça, c'est pour 1, B1. Fois F2O, et ben F2O, c'est F2', tout simplement. Et enfin, F2A1, bah, c'est F2O2 plus O2A1. Et là, il faut se souvenir de ce que vous avez fait juste avant. O2A1, c'était F1' moins E, et F2O2, ben, on vient de le dire un instant, c'est F2'. Donc, on va finir le calcul. Donc, A', B', sa taille c'est moins H, F1' sur L fois F2' sur F2' plus F1' moins E. Sauf erreur. On a ceci.
Je vérifie que c'est bon. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut simplifier? Ben, je crois pas. Je crois pas. On encadre le résultat, je fais une application numérique et puis on verra bien ce que ça donne. Donc, pour l'application numérique, si on détaille, donc l'arbre il fait toujours 5 mètres de haut. Si je ne change pas d'objet, hein. Donc ça fait moins 5 mètres de haut. F1', on avait dit 10 cm, donc c'est 0,1 mètre. Je divise par 20 mètres. F de prime, c'est moins 0,05 mètres. C'est négatif. Divisé par moins 0,05 plus 0,1 moins E, on avait dit 8 cm. Donc c'est 0,08. Donc on va prendre la calculatrice et on trouve le résultat suivant. Et on trouve moins 0,0417 mètres. Donc c'est-à-dire je vérifie que je ne me suis pas trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Donc ça fait moins 4,17 cm. Ça veut dire que là, avec le téléobjectif, vous avez en gros une image qui est 2 fois plus grande sur les capteurs. Donc l'arbre, en fait, il ne tient plus sur le capteur. Hein, vous êtes en train de regarder, par exemple, quelque chose dans l'arbre, un oiseau, je ne sais quoi. Vous ne voyez plus l'arbre en totalité. Donc ça, on peut faire un petit schéma. Donc on va bien mettre en évidence l'application numérique. Donc on verrait alors sur le capteur sur la photographie, on va dire ça comme ça, photographie. Je vais la mettre en mode paysage puisque de toute façon on ne voit plus l'arbre en entier. Donc ce qu'on verrait c'est disons un bout du tronc d'arbre. Le feuillage. Bon, mon arbre il n'est pas terrible. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Et puis on pourrait rajouter un petit oiseau. Voilà. Donc on verrait plutôt quelque chose comme ça pour l'arbre qui est situé à 20 mètres. Hein, on voit, il est beaucoup plus grand, il dépasse du capteur en fait. Hein, et c'est ce qu'on verrait à peu près. Alors est-ce que j'ai répondu à la question indiquer si est équivalent à l'objectif de la question 4? Eh bien évidemment la réponse c'est non. Hein, donc on a question petit c. Donc avec le téléobjectif, on a un zoom qui est à peu près 2 fois plus grand qu'avec le deuxième objectif qu'on a étudié. Donc avec le téléobjectif, le zoom est encore 2 fois plus grand. Le zoom est encore 2 fois plus grand. Donc on pouvait s'y attendre, sinon le téléobjectif n'a pas de sens. Hein. Et encore 2 fois plus grand. Donc ça répond à la question petit c. On va pouvoir passer à c'est la dernière question. Vous avez une photographie, ça c'est le Mont Saint-Michel. Et on vous demande, alors vous avez un certain nombre d'indications, vous avez toutes les informations sur la prise de vue, hein, donc c'est ce que je vous montre là dans l'encadré. La sensibilité, la vitesse d'obturation, l'ouverture, la focale.
Vous avez une vue satellite avec le Mont Saint-Michel ainsi que l'endroit d'où est prise la photo. On vous dit que la distance entre l'appareil photo et le Mont Saint-Michel, c'est 1,46 km. Et la question qu'on vous pose, à la question 8, à partir de la photo obtenue et des documents 1, 2 et 3, déterminer la hauteur du Mont Saint-Michel, flèche comprise, en indiquant les hypothèses posées, la modélisation du problème, par exemple, par un schéma, blablabla. Donc, et bien avec toutes ces informations, on va pouvoir répondre à la question. En fait, la seule information qui est vraiment importante, la sensibilité, ça sert pour la qualité de la photo. Hein, c'est-à-dire que si vous prenez une sensibilité trop grande, la photo va être surexposée, en fait elle sera blanche, il y aura trop de lumière. Si vous prenez une sensibilité qui n'est pas assez importante, la photo va vous apparaître sombre, mais ça ne va rien changer à la taille de ce que vous photographiez. Donc la première information, elle n'est pas très importante. La vitesse d'obturation, pareil, le Mont Saint-Michel, il ne bouge pas. Hein, l'appareil photo, on va dire que le photographe, il a mis son appareil photo sur pied, il ne bouge pas. Donc la vitesse d'obturation, là aussi, c'est pas une information qui est très importante. Hein, éventuellement, si le photographe règle mal son appareil, par exemple il n'a pas de pied, s'il prend une vitesse d'obturation qui est trop importante, s'il bouge un petit peu, l'image va être floue. Mais ça ne va pas changer fondamentalement la photo. Elle sera juste un petit peu floue. Donc la deuxième information de la vitesse d'obturation, pas très importante. L'ouverture, c'est pareil. L'ouverture, ça vous renseigne simplement sur l'ouverture du diaphragme, sur la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil. Donc là, on a une ouverture de 7,1, donc je pense que c'est une ouverture moyenne. Eh bien, vous avez, ça va changer la profondeur de champ, par exemple. Hein, si vous changez l'ouverture, bon, comme vous prenez un objet qui est quasiment à l'infini, 1,46 km, on va dire que c'est l'infini. Donc de toute manière, quand vous prenez des photos d'objets aussi loin, vous n'avez plus de problème de profondeur de champ. Hein, l'infini ou un peu plus loin, c'est pareil, c'est toujours l'infini. Donc la troisième indication, l'ouverture, n'est pas très importante. Par contre, ce qui est important, c'est la focale. Parce que la focale, justement, va vous renseigner sur le grandissement de votre objectif. Donc on a une focale de 18 mm. La distance BAC, c'est 1,46 km. On vous dit que le capteur, c'est un appareil Canon G10. Donc tout ça, je vais le rédiger hein, dans le corrigé. Mais pour l'instant, je prends les informations qui m'intéressent. Donc je vois qu'en gros, la plupart des informations qu'on me donne, elles ne sont pas très importantes. Canon G10, donc je regarde, c'est le quatrième appareil photo. Les dimensions, c'est 5,7 par 7,6 mm le capteur. Voilà, en fait j'ai toutes les informations qui me semblent utiles. Donc on va résumer tout ça et répondre à la question. Donc question 8. Alors les informations qui sont importantes, donc les dimensions du capteur. Commençons par là. Alors c'est, sauf erreur de mémoire, c'est 5,7, 7,6. 5,7, 7,6. 5,7 mm. 7,6 mm. Et donc la photographie que vous voyez, je vais y arriver, cette photographie là, et bien après tout, je peux faire encore mieux. Je vais mettre la photographie dans le corrigé. Voilà. Ça veut dire que sur le capteur, alors l'image sur le capteur se forme à l'envers, mais bon, pour que ce soit un peu plus lisible, je la laisse à l'endroit. Ça fait 5,7
mm sur le capteur fois 7,6, sauf erreur. Hein, c'est bien cela, 7,6. Ici, j'ai 7,6. Voilà, donc il faudra faire une règle de 3 pour en déduire combien fait la taille du Mont Saint-Michel sur le capteur. Ce qu'on a comme information importante, c'est la focale, qui vaut 18 mm. Donc l'objectif est certainement composé de plein de lentilles, mais il est équivalent à une distance focale qui est égale à 18 mm. Donc c'est pas très grand, hein, ça veut dire que là on zoome pas du tout sur, on n'a pas d'effet de zoom, c'est-à-dire que si on ne sait pas par exemple de voir des détails de la flèche ou je ne sais quoi. C'est ce qu'on voit sur la photo, hein. On voit le Mont Saint-Michel en entier, on voit un peu ce qu'il y a autour aussi, donc c'est tout à fait cohérent avec une focale aussi petite. Et dernier point, il y avait un dernier point qui était utile, oui, c'est la distance. La distance entre l'appareil photographique et, on va dire, la flèche. L'appareil photographique et la flèche, pour fixer un peu les idées, et la flèche est de 1,36 ou 46, je ne sais plus. C'était marqué ici, 1,46 km. Et BC égale 1,46 km. Donc je vais faire un petit schéma pour illustrer tout ça, et on va faire un petit calcul, et puis voilà, on aura la réponse. Donc le schéma n'est pas absolument nécessaire, mais bon, moi j'aime bien chaque fois que j'ai un exercice de faire un petit schéma. Alors ça dépend où vous en êtes dans l'épreuve. C'est-à-dire que si vous êtes sur la fin de l'épreuve, vous êtes un peu pressé, bon, c'est peut-être pas le schéma est peut-être pas indispensable. Si vous avez un petit peu de temps, bon ben, moi je trouve que c'est bien de mettre un schéma, parce que ça fait une copie qui est un peu plus agréable à lire, et ne négligez pas cet aspect-là, hein, pensez au correcteur. Donc ça c'est ma lentille 18 mm, on va peut-être le noter à côté, f' c'est 18 mm. Vous avez le capteur un petit peu plus loin. Donc certainement que comme l'objet est à l'infini, on peut dire que alors comme l'objet est à quasiment à l'infini, le foyer image il est quasiment sur le capteur. Donc f' il est là quoi. Le Mont Saint-Michel, alors je vais le représenter comme ceci, donc ça, désolé pour... il est réduit à sa plus simple expression, et l'image se forme quelque part sur le capteur. A', B'. Et donc là vous avez le grandissement, donc le grandissement... Je reprends ce que j'avais obtenu à la question B'. Donc pour le grandissement, H', c'était H fois F' sur L, hein, en utilisant l'approximation. Donc ça c'est la question de B. C'est un résultat que j'ai utilisé de nombreuses fois. En fait, voilà, j'ai utilisé une des formules du grandissement, et avec l'approximation que grand L, la distance entre, je vais peut-être la mettre sur le schéma, ou la nommer différemment. Grand L, en fait, c'est cette distance-là. Voilà, comme ça, je fixe bien les notations.
Hein, un correcteur, quand il voit ça, il s'y retrouve. Hein. L, c'est BC, c'est 1,46 km. Ce que je peux connaître, c'est H', à partir de la photographie. Avec une règle de 3, je vais facilement trouver la hauteur du Mont Saint-Michel sur le capteur. Je connais L, je connais F', je vais en déduire H. Donc cette relation-là, je ne vais pas m'en servir sous cette forme-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est H. Donc j'en déduis que H, ça vaut... alors je vais prendre la valeur... bon, je vais garder le signe. Ça fait moins H' fois L sur F'. Donc c'est la formule que je vais appliquer. Donc il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Alors, petite tâche, règle de 3, alors moi je vais utiliser, alors comme j'utilise Paint, je vais utiliser la position des pixels qui est indiquée en bas à gauche de l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc je reprends la photo, je zoome dessus. Donc si je prends le dessus de l'image, je suis à pixel 2573. Lorsque je suis en bas, je suis pixel 2980. Si je prends la pixel qui correspond au sommet de... c'est 2706. Et si je prends le bas du Mont Saint-Michel, je suis à 2846 en bas du Mont Saint-Michel. Du coup, je prends la calculatrice. Voilà. Donc, je fais une règle de 3. Entre là et là, je peux calculer le nombre de pixels que ça fait. Donc, c'est 2846 moins 2706. Donc, ça fait 140 pixels. Et de là à là, j'ai combien de pixels? 2980 moins 2573, 407. Donc je fais une règle de 3. Donc si 407 pixels c'est 5,7 mm, donc je fais 5,7 divisé par 407 fois 140 et je trouve 1,96 mm. Ça veut dire que le Mont Saint-Michel, alors j'efface tout ceci parce que évidemment vous le jour du concours vous n'allez pas compter en nombre de pixels, mais je vais faire une règle de 3, donc je vais quand même indiquer comment j'ai trouvé mon résultat. Donc entre le sommet ici et ici, j'ai H' qui vaut, alors je mets un moins parce que l'image se forme à l'envers, H' qui est égal à moins 1,96 mm. Donc et ça je l'obtiens par une règle de 3. Donc je vais quand même rédiger ça. On obtient H' par une règle de 3. Donc on obtient H' par une règle de 3. Donc ça fait moins 1,96 mm.
Donc ça veut dire que mon résultat sera... Non, je vais tout mettre en mètres, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc c'est fois 10 moins 3 mètres, fois 1460 mètres, divisé par f' qui vaut 18 mm, donc c'est 0,018, et on trouve... Et je trouve 159 mètres. Donc je ne connais pas la hauteur du... Donc on trouve 159 mètres de hauteur pour le Mont Saint-Michel. Alors je manque un petit peu de place pour rédiger davantage la conclusion, donc je vais m'arrêter là. Normalement j'ai répondu à la question 8. J'ai répondu. Je vais quand même vérifier rapidement, mais ça me semble pas idiot comme valeur, vu la photographie. Donc je vais quand même vérifier pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Alors j'ai fait quelque chose que vous ne pouvez pas faire le jour de l'épreuve, c'est-à-dire vérifier sur internet le calcul. Et la flèche elle culmine à 157,1 mètres. Donc là c'est 159 mètres, c'est quand même pas mal, parce que ça fait une erreur d'à peu près 1%. Donc c'est vraiment bien d'arriver à un résultat comme ça. Donc là, normalement, j'ai répondu à toutes les questions du sujet. Hein. On passe à la partie suivante après. Hein. Donc c'est bon. Là, c'était qu'une partie de l'épreuve, évidemment. Et je n'ai plus en tête le nombre de questions. Mais donc ça devait correspondre à, je sais pas, un tiers, un quart de l'épreuve. Voilà. Et je trouve que globalement, c'était pas une épreuve très compliquée. Il y a vraiment moyen de tirer son épingle du jeu. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.